Donc, la peau, le toucher. Donc, la peau, c'est un organe également qui constitue la barrière avec l'extérieur. Je vais vous présenter sa constitution, c'est-à-dire comment elle est composée. C'est ce qu'on appelle le système tegumentaire, enfin, comment elle est constituée. Je vais m'intéresser pas seulement à la peau, mais au système tegumentaire. Donc, je vais également vous présenter toutes les annexes associées à cette peau. Ce sont les poils, les ongles et les glandes. On verra ensuite les fonctions de la peau et on terminera très rapidement par le toucher, sachant que si ça vous intéresse, il y a le prix Nobel de médecine qui a été attribué cette année aux découvreurs des récepteurs du toucher, justement, et tout ce qui est mécanorécepteur. Et donc, vous apprendrez beaucoup en lisant toutes les revues et autres qui sont sorties sur le Nobel de médecine. Donc, vous voyez toujours ma diapo, c'est bon? Oui. Oui. Ok, alors on y va. Je suis en train de me rendre compte qu'il vous manque un tout petit bout, donc je vais vous remonter. Mais pourquoi? Alors, c'est pas très joli là par contre, je suis désolée. Attendez, je suis en train d'essayer de... Hop. Il y avait eu un peu de mouvement, je ne sais pas pourquoi. Je vais vous le mettre un tout petit peu plus petit, que vous y voyez quelque chose. Parce que là, vous voyez mieux. Voilà. Donc, la peau, c'est un revêtement. C'est une couche qui recouvre toute la surface du corps. Vous avez de la peau partout. Donc, ça recouvre toute votre surface de corps. Et c'est un revêtement qui est très vascularisé, c'est-à-dire qu'il y a plein de vaisseaux en dessous. On revient sur nos histoires de brèches et autres. Et donc, qui est très vascularisé et innervé. C'est-à-dire qu'il y a le sens du toucher, il est dû au fait que il y a beaucoup de nerfs et de terminaisons nerveuses au niveau de la peau qui permet d'avoir une sensation de toucher. Donc ici, juste, c'est pas très joli, mais pour vous illustrer, ici, la chapelle Sixtine, Michel-Ange qui a représenté un apôtre qui a été dépecé, c'est-à-dire privé de sa peau. Et vous voyez ici le manteau de peau. Ici, de la même façon, c'est du XVIe siècle, on aimait bien décrire l'ensemble de la musculature et vous voyez la peau. La peau, c'est pour même si ça reste des peintures, la peau, c'est pour vous illustrer que sa superficie, elle est de plus de 2 mètres carrés. Donc, c'est une grande superficie qui couvre l'ensemble de l'individu. Elle a un poids qui est supérieur au sang, puisqu'on est à 10% de la masse corporelle avec 4 à 5 kilos. Donc, on est au-dessus. On pourrait penser que le sang qui est partout dans l'organisme est plus lourd, mais en fait, non, la peau est plus lourde que le sang. Elle a une épaisseur qui est variable. On reverra ensuite à quel endroit, avec une température qui peut également légèrement varier. Une élasticité qui est importante et d'autant plus, ça s'illustre bien chez les mamans, puisqu'on voit bien que le ventre, la peau du ventre a une capacité d'élasticité très importante, avec une couleur qui peut être variable en fonction du taux de mélanine qui est présent dans le tissu. On y reviendra quand on parlera des mélanocytes. Cette peau, elle est constituée selon les livres, vous verrez 2 ou 3 couches. Tous les manuels, tous les fascicules ne considèrent pas l'hypoderme comme une couche. Pour être clair, vous avez une couche de surface qu'on appelle l'épiderme. Ce couche de surface, c'est un épiderme c'est un tissu qui est de type épithélial. Est-ce que vous avez fait, je ne sais pas ça, un peu d'histologie, c'est-à-dire de nature des tissus? Oui. Oui. Donc, épithélium, quand même, vous voyez de quoi je parle? Oui. Ok. Donc, c'est un épithélium qui repose, qui est soutenu par un tissu conjonctif. Donc là, c'est un autre type de tissu. Hein. C'est plus un épithélium jointif, c'est un conjonctif. Ce conjonctif, c'est ce qu'on appelle le derme. On verra ce que contient notre derme. Et ce derme repose lui-même plus en profondeur sur l'hypoderme. L'hypoderme qui est très, très lâche, très adipeux, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de cellules adipeuses, donc du gras. On va d'abord s'intéresser à l'épiderme. L'épiderme, je vous ai dit que c'était un épithélium. Pourquoi je vous ai dit que c'était un épithélium? Parce que quand on regarde en surface, par-dessus, vu de dessus, on voit qu'on a des cellules
qui sont comme des pavés. Vous avez peut-être été déjà vous promener. Alors, à Montigny, il n'y en a pas beaucoup, mais à Versailles, il y a encore des rues comme ça qui sont pavées. Et donc, on a un épithélium qui est pavimenteux, parce que quand on le regarde par le dessus, on voit que ça forme des pavés, qui est stratifié, parce qu'il y a plusieurs couches, 4 à 5 couches cellulaires, et il est kératinisé, ça veut dire que dans les couches les plus superficielles, on va voir juste après, la protéine majoritaire est ce qu'on appelle de la kératine. Il n'y a pas de vaisseau sanguin ou de vaisseau lymphatique dans cet épithélium. Ce ne sont que des couches de cellules. Il y a quelques terminaisons nerveuses libres, et cet épithélium a une particularité, une spécificité qui est qu'il est capable de se renouveler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les 25 à 50 jours, vous avez une peau qui est neuve. Il y a peu d'organes qui se renouvellent chez l'homme. Pardon, il y a le sang qui se renouvelle, ce que je vous ai expliqué avec l'hématopoïèse, c'est des cellules à durée de vie plus ou moins longue et qui se renouvellent. Il y a le foie qui est capable de se renouveler. Il y a la peau. Il y a l'épithélium intestinal également qui est capable de se renouveler. Bon, on reste sur notre peau, puisque moi, mon objet du jour, c'est de vous présenter ce qu'est le tissu épithélial, la peau. Donc, cet épiderme, il est composé de 4 types cellulaires. Ce n'est pas très compliqué, il n'y en a que 4. Il y a... alors, on ne voit pas tout, ça va être un gros problème pour moi, là. Alors, pourquoi? Attendez, excusez-moi juste 2 secondes. Voilà, parce que je ne sais pas, il y a eu pas mal de mouvements dans mes diapos, je pense que c'est un problème de compatibilité. Je vous les mettrai en PDF, comme ça je serai sûre que les diapos seront carrés. Hein, ok? Là, vous les avez en PowerPoint parce que j'ai projeté un PowerPoint, mais on les mettra en PDF. Donc, vous avez 4 types de cellules. Vous allez avoir les cellules que vous avez représentées ici, que sont les kératinocytes. Ces cellules, c'est 90% des cellules, et elles synthétisent la kératine, la fameuse protéine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ok? Vous allez avoir les mélanocytes. Les mélanocytes, ils sont beaucoup moins fréquents puisqu'on n'en a que 8% et ils vont être synthétiser la mélanine. S'ils synthétisent la mélanine, ils vont être responsables de quelles caractéristiques de la peau? La couleur. La couleur. La couleur. Vous allez ensuite avoir les cellules de Langerhans. Ces cellules de Langerhans, alors je ne sais jamais combien il y a de H, je ne sais jamais où il faut retenir. Enfin bon, c'est des cellules macrophagocytes. Donc, c'est des cellules qui viennent d'où? C'est macrophage. Les leucocytes? Oui, exactement. Alors, ce sont des cellules qui contribuent à la réponse immune, qui sont dérivées du système sanguin, du sang, et qui se sont installées dans la peau. Donc, ce sont exactement des cellules blanches dérivées des leucocytes. Et puis, vous avez un dernier type de cellules, que sont les cellules de Merkel. Ces cellules de Merkel, elles font quoi? Eh bien, en fait, elles sont connectées, ces cellules de Merkel que vous avez ici, elles sont connectées à un neurone sensitif, donc elles sont responsables du toucher et donc de la sensation tactile. Donc, ici, illustré dans l'épiderme, vous avez 4 types cellulaires. Les kératinocytes, qui sont les cellules bâtisseuses, on va dire les parpaings de l'épithélium, il y a une majorité de cellules qui sont des kératinocytes. Les mélanocytes qui s'occupent de la couleur, les Langerhans qui s'occupent de la défense immunitaire, et les Merkel qui elles, s'occupent du toucher. J'ai fait très simple, mais c'est assez catalogue, l'épiderme. Comment elles sont organisées, ces cellules? Si j'arrive à passer ma diapo, voilà. Et donc, en fait, elles sont organisées en couches, en strates. Donc, vous l'avez ici schématisé en dessin, et vous l'avez ici en coupe transversale colorée avec une hématéinéosine, c'est-à-dire du violet et du rose. Donc, vous voyez ici que toutes les couches ici sont l'épiderme, que cet épiderme, il s'invagine, il se replie, il fait des creux et des bosses, et il repose sur le derme qu'on a ici en dessous. OK? Si on s'intéresse à notre épiderme, on va partir du bas vers le haut. Le bas, vous avez ici une première couche qu'on appelle la couche basale. C'est une monocouche, une couche de cellules que vous avez ici et que je retrouve ici qui s'invagine. Ici, on la voit très très bien, cette monocouche de cellules basales. D'accord? Cette monocouche de cellules basales va contenir de temps en temps une cellule de Merkel, donc les cellules responsables du toucher. Elle va contenir des cellules des kératinocytes. Kératinocytes qui ont une particularité puisqu'ils sont capables, comme vous le voyez ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous êtes endormi? Qu'est-ce qui illustre mon schéma, la petite cellule qui est là? Elle s'aplatit? Non, elle ne s'aplatit pas. En fait, c'est son noyau. Il lui arrive quelque chose à mon noyau. Il lui arrive quoi?
Pas le mien d'ailleurs, celui de La cellule. division cellulaire. Exactement. Donc, c'est les cellules qui sont capables de se diviser. Donc, c'est les cellules qui assurent le renouvellement de l'épithélium. Si elles se divisent, elles sont capables de donner des cellules filles et donc elles vont permettre le renouvellement. D'accord? Dans la couche supérieure, la couche du dessus, on va avoir une couche très épaisse, parce que vous voyez qu'on a beaucoup de cellules, qui s'appelle la couche épineuse, dans laquelle on va trouver des mélanocytes, qu'on a représentés ici en brun, parce que ce sont des cellules qui produisent de la mélanine qui a une couleur foncée. On va retrouver quelques cellules de Langerhans. Les cellules de Langerhans, c'est les fameuses cellules, vous voyez, il y avait un H en trop tout à l'heure, c'est les macrophages. Et puis, on va retrouver les kératinocytes en grande quantité. Ensuite, on va avoir une couche granuleuse, au-dessus de cette couche épineuse, une couche claire et une couche cornée. On va voir maintenant de quoi sont composées ces couches. Donc, vous avez la basale, l'épineuse, la granuleuse, la claire et la cornée. Donc, 5 couches. Est-ce que ça va pour tout le monde? Où vous voyez à la couleur de mes hématéines et osines que toutes ces cellules ne sont pas identiques. Vous voyez que dans la couche épineuse, on a encore des noyaux. Dans la couche granuleuse également. Dans la couche claire, c'est déjà plus que du rose, donc plus que du cytoplasme. Et dans notre couche cornée, est-ce que nos cellules ont encore des noyaux? Non. Plus du tout. Si on s'intéresse à la description proprement dit des différentes cellules qui constituent ces couches. Dans la couche basale, on a une seule couche de cellules, des kératinocytes, qui sont plutôt carrés, plutôt cubiques. Vous voyez ici qu'on les a représentés comme des cubes, et puis ici, on les voyait bien distinctes, nos cellules, les unes à côté des autres. Ces couches, ce qu'on appelle la couche germinative, parce qu'il y a des cellules souches, donc des cellules qui sont capables de se diviser. Cellules qui vont se diviser sous l'impact d'un facteur qu'on va appeler l'EGF pour le Epidermal Growth Factor, c'est-à-dire un facteur qui va stimuler la prolifération, donc la division de ces cellules. C'est un facteur de croissance qui stimule cette prolifération. Dans cette couche, on va également retrouver des cellules de Merkel, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est des cellules qui ont des gros noyaux, qui n'ont pas beaucoup de composants cytosoliques et qui ont un peu de ce qu'on appelle de tonofilaments. Tonofilaments, ils sont composés par des protéines spécifiques des kératinocytes. Et je vous ai mis que ces cellules contenaient des desmosomes et des hémidesmosomes. Est-ce que vous savez ce que c'est que des desmosomes et des hémidesmosomes? Non. Alors, c'est de la biologie cellulaire, ça, mais c'est peut-être un peu trop compliqué. En fait, ce sont des molécules et des protéines impliquées dans l'adhésion des cellules les unes aux autres dans l'épithélium. C'est-à-dire pour que les cellules soient bien collées les unes aux autres et bien accrochées à la lame basale, votre lame basale, vous l'avez ici, elles ont des protéines qui sont impliquées dans le desmosome et les hémidesmosomes. C'est comme des boutons pression, en fait, qui permettent que la cellule soit bien pressionnée, accrochée à la lame basale. OK ? Ensuite, vous allez avoir les cellules de la couche épineuse. Pourquoi ça s'appelle la couche épineuse? Parce que quand on a commencé à s'intéresser à la peau, on a voulu savoir ce qu'il y avait dedans. Et donc, on a commencé par dissocier les cellules, c'est-à-dire les séparer les unes des autres. On a mis une enzyme qui a coupé toutes les liaisons entre les cellules et on les a libérées les unes des autres. Et en les libérant les unes des autres, on s'est rendu compte qu'on avait des cellules qui étaient comme si elles étaient couvertes d'épines. Et en fait, elles ne sont pas couvertes d'épines, elles ont juste à l'intérieur des tonofilaments de kératine qui sont organisés en faisceaux et qui font des épines. Ce qui fait que quand on les isole, elles forment comme des pointes. Au-dessus de ces cellules qui sont remplies de tonofilaments qui font des épines, on aura une couche granuleuse parce que dans ces kératinocytes, en plus de nos tonofilaments, on va retrouver des granules, d'où granuleuses. Granules qui vont être composées de sécrétions lipidiques, de lipides qui vont imperméabiliser la couche et qui, quand ils vont s'associer, donc cette kératohyaline va s'associer avec les tonofilaments, va former la fameuse kératine. Nos cellules à ce niveau-là, elles commencent à mourir tout doucement, tranquillement, donc elles commencent à perdre leur noyau et on est en transition entre des cellules qui étaient encore bien vivantes, les cellules de la couche germinative, donc de la basale, des cellules qui étaient pleines d'épines de tonofilaments, et puis les cellules du dessus qui là vont plus avoir de noyau, donc vont être mortes. D'accord? Donc la couche granuleuse, c'est la couche intermédiaire entre les couches vivantes et les couches mortes. Et on a donc pas mal de cellules qui sont apoptotiques. Est-ce que vous avez vu l'apoptose, la mort cellulaire? Un petit peu? En biocell? Oui. Oui? Bon. Au-dessus de ces trois couches, vous avez, ou non, pas toujours, la couche claire.
La couche claire, on la retrouve dans ce qu'on appelle la peau épaisse, c'est-à-dire la peau qui est à l'extrémité des doigts, sur la paume des mains, sur la plante des pieds. Donc, cette couche claire, donc qui est dans la peau épaisse, elle est constituée de kératinocytes morts qui vont contenir plein de kératine. Et cette kératine va permettre de protéger les couches du dessous. Et au-dessus de cette couche claire que donc on a sur les extrémités qui sont fragiles parce qu'elles sont toujours en contact avec souvent une surface, le doigt, les paumes des mains et la paume des pieds, on va avoir la couche cornée. Ça, vous en avez déjà souvent entendu parler. Il y a beaucoup de strates, c'est 25 à 30 strates. Ici, sur l'image juste avant, j'arrive à passer la diapo d'avant. Vous voyez que si cette couche cornée elle est très épaisse, c'est une des plus épaisses. Cette couche cornée, elle est composée de kératinocytes qui sont morts. C'est plus que des sacs où il y a dedans de la kératine et des lipides. Et cette couche cornée, elle va être ce qu'on appelle desquamée, c'est-à-dire éliminée régulièrement et remplacée. Remplacée parce que les cellules du dessous vont migrer vers le haut. Donc, vous voyez que comme cette couche cornée s'élimine, la couche du dessous, qui était la couche granulaire avec des cellules mortes, va prendre la place. Et puis va devenir, elle, cette couche cornée, et ainsi de suite. Et donc, vous allez avoir un renouvellement du bas vers le haut. Est-ce que c'est clair pour le renouvellement pour tout le monde? Oui. Oui. Si on s'intéresse à la différence entre la peau fine, que vous avez partout sur tout le corps, et puis la peau épaisse, qui est très spécifique de la paume des mains, de la plante des pieds et de la face des doigts. Face palmaire, c'est-à-dire les doigts qui vont être en contact avec la surface. Vous voyez que pour la peau fine, il n'y a pas de couche claire. Pour la peau épaisse, on a une fameuse couche claire. C'est-à-dire entre la couche cornée que vous avez ici et la couche granuleuse, on aurait ici une couche claire. Sur la peau fine, il n'y a pas de crête épidermique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas ces replis que je vous ai montrés tout à l'heure. Ici, on avait une couche claire. Pourquoi on avait une couche claire? Parce qu'on avait aussi des replis, vous savez, des creux et des bosses, avec ici ce qu'on appelle des papilles du derme. Et en fait, c'est important parce que ces crêtes épidermiques qu'on trouve dans les papilles du derme, c'est celles qui vont permettre d'avoir de nombreux récepteurs sensoriels et donc d'avoir un toucher très fin. Vous allez avoir un toucher par le doigt et un toucher par les pieds. Vous avez une meilleure sensibilité par les doigts et par les pieds. D'accord? Associé à ces crêtes épidermiques, on voit que la peau épaisse, à cet endroit-là, quand il y a une peau épaisse, il n'y a pas de poils. Elle est imberbe, alors qu'une peau fine est velue. Associé à ces bulbes pileux, on va avoir des glandes sébacées, dont on va voir juste après, des glandes sudoripares et peu de récepteurs sensoriels. Alors que sur une peau épaisse, à l'inverse, on n'aura pas de glandes sébacées, on aura beaucoup de glandes sudoripares, donc il y aura beaucoup de sueur, mais peu de sébum, et de nombreux récepteurs sensoriels. Donc, c'est la différence entre les deux types de peau, entre guillemets, que vous pouvez trouver à la surface du corps. Reposant sur l'épiderme, repose donc sur le derme qui est un tissu conjonctif. Donc, je vous laisse retourner voir à votre histologie pour la définition d'un tissu conjonctif. Toujours est-il qu'il est riche en fibres, beaucoup de collagène, beaucoup d'élastine. L'élastine assure l'élasticité du tissu, la collagène le support, des cellules musculaires lisses, des fibroblastes et des cellules immunitaires. On a beaucoup de vaisseaux sanguins, des récepteurs nerveux et toutes les glandes et follicules pileux dont on va revoir juste après. L'intérêt de ce tissu conjonctif, c'est de contrôler la température du corps puisqu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins qui passent, donc on peut réguler le débit sanguin, soit l'augmenter, soit le diminuer. Une résistance parce que le collagène est la protéine de la matrice extracellulaire qui assure la résistance du tissu. Une extensibilité, une élasticité qui, elle, est apportée par l'élastine. Et puis un soutien, puisqu'on a des cellules musculaires, on a des fibroblastes. Et donc, on a un tissu de soutien de l'épithélium. Son rôle, c'est également un rôle protecteur, puisque vous voyez qu'on a les fameuses cellules immunitaires. Ce derme que vous avez ici, il peut être distingué en deux zones, subdivisé en deux zones. Donc ici, on a l'épiderme qui repose sur le derme. Ici, nos fameuses papilles. Et donc, vous allez avoir la zone papillaire à la surface du derme et la zone réticulaire à la profondeur du derme. C'est ce que vous avez représenté ici, la zone papillaire et la zone réticulaire. Donc, la zone papillaire, c'est ici cette zone qui représente 1,1 cinquième, donc 20% de l'épaisseur de notre derme,
qui contient du tissu aréolaire et qui contient, dans la peau épaisse, les papilles du derme, c'est-à-dire les terminaisons nerveuses libres qui assurent la réception de la température, de la douleur, du toucher, et puis également les corpuscules qui permettent le toucher fin. Donc, toute la sensation de toucher fin, grossier, de douleur et de température sera assurée par cette zone papillaire. En dessous de cette zone papillaire, vous allez avoir la zone réticulaire, beaucoup plus épaisse, puisqu'elle fait 80% de l'épaisseur. Elle est profonde, elle est accrochée à l'hypoderme qu'on a en dessous. C'est un tissu qui est dense et qui est très, 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 très riche en vaisseaux sanguins. C'est là que passent tous les gros vaisseaux sanguins et qui est riche en follicules pileux, donc pour les poils, et aux glandes sudoripares et sébacées. Et donc, sous ce derme, donc vous avez une épiderme, épithélium, protection, barrière, le derme, irrigation avec les vaisseaux, et puis terminaison nerveuse qui permet les différentes sensations. Et en dessous, vous allez avoir l'hypoderme. L'hypoderme, c'est toujours un tissu aréolaire, donc un tissu lâche, conjonctif, mais adipeux. On a beaucoup, beaucoup de cellules graisseuses. Et à quoi elles servent, ces cellules graisseuses? Elles servent à protéger des chocs, puisque quand vous avez un coup sur l'épiderme, l'hypoderme va absorber le choc. Elles servent à isoler de la température. Si vous avez une perte de température, il va y avoir un rôle isolant de la part de l'hypoderme. Et elles servent de réserve énergétique, puisque s'il y a besoin d'énergie, on ira piocher dans les lipides qui sont stockés dans ces adipocytes. Et il y a également la présence des très gros vaisseaux sanguins qui passent dans cette hypoderme, c'est-à-dire dans la dernière couche de ma peau. Juste un rappel pour la couleur. La couleur de la peau, elle est assurée par un pigment qui s'appelle la mélanine. Donc, on a la kératine qui est une protéine de structure dans tous les kératinocytes. Et puis, on a la mélanine qui, elle, est un pigment protéique qui est synthétisé à partir d'un acide aminé qui est la tyrosine, qui est fabriqué par les mélanocytes, donc les fameuses cellules qu'on a vues un peu marron, un peu plus claires, dans un mélanosome. Et la mélanine, son rôle premier, c'est pas de vous donner une belle couleur bronzée quand vous revenez de la plage ou bien une jolie couleur dorée de votre peau, mais c'est surtout le point de départ, un rôle protecteur contre le rayonnement UV. En fait, les UV sont très mauvais pour notre ADN, pour notre acide nucléique, parce qu'en fait, les UV cassent les brins d'ADN. Donc, pour protéger cet ADN, la nature est bien faite, elle a mis en place une molécule, une protéine qui est la mélanine, qui a pour rôle de protéger l'ADN qui est localisé dans le noyau des UV. Donc, cette mélanine, elle peut varier selon la couleur. Elle passe du jaune au noir. On a de la E-mélanine qui est un peu plus claire. Et la couleur de la peau, elle va être fonction de ce type de mélanine. On en a deux types. Et également de la quantité produite. Et donc, plus il y aura de la mélanine de produite, plus la peau sera foncée. Et plus le type sera foncé, plus l'ADN sera bien protégé. Donc, c'est un rôle de protecteur face aux UV. Vous allez ensuite avoir deux autres pigments qui vont jouer dans la couleur de la peau, la carotène. Le carotène, c'est un pigment qui est plutôt jaune-orangé, qui sert à la synthèse de la vitamine A. C'est-à-dire, pour synthétiser de la vitamine A, on a besoin de carotène qu'on retrouve dans les carottes, mais pas seulement. Et ce carotène va être indispensable à la synthèse de la vitamine A et va donner une couleur un peu jaune-orangée à la peau, qui va évidemment s'associer au brun de la mélanine. Enfin, l'hémoglobine. L'hémoglobine, ça vous rappelle un souvenir normalement. On vient de le voir dans le sang. L'hémoglobine, c'est rouge. Pourquoi c'est rouge? Parce qu'il y a du fer oxydé. Donc, le fer qui a capté l'oxygène, donc qui est oxydé, il est rouge. Vous savez, la rouille que vous pouvez voir sur des clous ou sur des barres de fer, en fait, c'est du fer qui a été oxydé. C'est la même chose dans l'hémoglobine. Et comme ce pigment rouge transporte l'oxygène, il devient rouge et c'est lui qui donne la teinte rosée aux peaux qui sont claires, c'est-à-dire aux peaux qui sont pauvres en mélanine, qui sont pas bien protégées et qui contiennent pas beaucoup de mélanine. Et ces peaux claires, elles vont être rosées parce qu'il va y avoir de l'hémoglobine dans tous les vaisseaux qui vont passer sous la peau. Ce qui est important dans la couleur de la peau, c'est que quand vous avez une perturbation de la couleur, souvent, c'est lié à un déséquilibre de l'homéostasie. Vous avez dû voir l'homéostasie cellulaire et tissulaire dans un cours précédent. Quand vous avez une pâleur, quand vous avez un érythème, c'est-à-dire une rougeur, quand vous avez une cyanose, ça devient un peu bleu, quand vous avez un ictère qui est très jaune, c'est que généralement,
il y a un problème homostasique. Donc, la couleur de la peau est très représentative d'un déséquilibre physiologique. Est-ce que vous avez des questions concernant la peau, l'épiderme, derme et hypoderme avant que nous passions aux annexes? Non. Non? Non. Bon. Je continue avec mes annexes? Oui? Bon. Oui. Ok, on y va. Donc, les annexes, qu'est-ce que c'est? C'est les structures cutanées qui se développent à partir de l'épiderme. C'est-à-dire que l'épiderme in utero, au départ, c'est juste une couche autour du fœtus. Et puis, progressivement, il se fasse modifier chez l'embryon et il va former des structures un peu particulières. Il va devenir un peu spécial. Et ces structures, elles vont servir pour le protéger et pour garder la température. Alors, dans les différentes annexes qui dérivent, on a les phanères, que sont les poils et les ongles, et puis on a les glandes, sudoripares et sébacées. Donc, sudoripares, elles produisent de la sueur, sébacées, elles produisent du sébum. Si on s'intéresse d'abord aux poils, donc les poils, ils sont présents les poils, ils sont présents sur tout le corps humain, sauf sur On a perdu. Excusez-moi, on a perdu votre micro, madame. Dès que je change d'écran, ça repart le micro repart. Je suis désolée. Excusez-moi. Merci. Donc, j'en étais. Vous avez perdu à partir de localisation, c'est ça? Oui. Oui. Ok. Donc, la localisation, les poils, ils sont présents sur tout le corps humain. Ces poils, ils sont présents sauf sur la paume des mains, la face des doigts, la plante des pieds et la face des orteils. Donc, c'est là où on a de la peau de quel type? Épaisse. Épaisse, où on n'a pas de couche de quel type? Claire. Vous vous souvenez? Claire, exactement. Bon, c'est cool, vous avez suivi. Merci à celle qui a participé. Le rôle des poils, c'est de protéger contre les lésions et c'est aussi surtout de protéger contre le rayonnement solaire. Pourquoi vous avez beaucoup de poils sur la tête, ce qu'on appelle des cheveux? C'est effectivement pour protéger des rayonnements solaires et donc des UV. Encore une idée pour protéger l'ADN dans le noyau des cassures par les UV. Ces poils, ils permettent aussi de limiter la déperdition de la chaleur, c'est-à-dire que ça garde la chaleur en formant une mini-couche d'air et l'air est isolant. Ça permet de bloquer les corps étrangers, les micro-organismes. Ça, c'est particulier pour les poils des oreilles, les poils des cavités nasales. Et puis, ça assure aussi un rôle de toucher fin parce qu'ils sont impliqués comme récepteurs tactiles pour sentir le toucher fin. Et puis, je vous rappelle, par exemple, quand vous avez la chair de poule, c'est que vous sentez le froid et donc vos poils réagissent. Ces poils, leur structure, en fait, c'est donc, ils sont en continuité avec l'épithélium. Donc, vous voyez ici qu'on a ici ma couche épithéliale, avec ici mon derme. Ce poil, vous voyez, cette couche épithéliale, il est en continuité. C'est une colonne de cellules kératinisées mortes. Donc, c'est aussi des kératinocytes qui sont morts et qui sont empilés. Sauf qu'ils sont organisés de façon un peu particulière, puisqu'on a une tige, que vous avez ici, qui est une tige aérienne, et une racine qui est profondément implantée dans le derme. Ici, en rose, vous avez le derme. C'est composé de 3 couches concentriques qu'on appelle la médula, donc la couche du centre, du cœur, la médula, le cortex qui est un peu autour et la cuticule qui est autour. Donc, notre poil, il a 3 couches concentriques. Au cœur, la médula, ensuite le cortex, ensuite la cuticule. Ce poil, donc, il sort à l'extérieur. Pour sortir à l'extérieur, il est associé à ce qu'on appelle un muscle arrecteur. C'est ce muscle qui se contracte quand vous avez la chair de poule pour faire hérisser le poil. Et il est toujours associé à une glande sébacée qui produit du sébum. Ce poil, il s'insère dans le derme à un endroit qu'on appelle le follicule pileux. Ce follicule pileux, c'est une cavité où s'insère la racine. Il a un bulbe, ici, qui est très vascularisé. Vous avez des capillaires sanguins qui apportent du sang, de la nourriture, de l'oxygène et tout ce qu'il faut à la matrice du poil, qui donc permet son renouvellement. Et puis, vous avez une gaine du follicule qui
emballe, qui entoure le fameux poil. Donc, on a un poil avec 3 couches, inséré dans le derme via un follicule pileux avec un bulbe qui protège la papille dermique, donc la papille qui est irriguée par les capillaires, et ce bulbe se prolonge avec la paroi du follicule, le follicule pileux, qui protège, qui sert de gaine au poil. OK? Autre prolongement de l'épithélium, donc ici on était dans la continuité de l'épithélium, on voyait bien ici que ça continuait et que ça s'insérait dans le derme. Autre prolongement de l'épithélium un peu spécialisé, les ongles. Donc les ongles, c'est des cellules toujours épidermiques, kératinisées, mortes, mais qui ont durci. Si elles ont durci, c'est parce qu'en fait elles ont perdu leur eau. Elles perdent toute leur eau, elles sont déshydratées et donc elles ont durci. Et elles sont présentes, vous voyez, enfin ça pour le coup ça vous paraît évident, à la face dorsale de la dernière phalange des doigts et des orteils. Vous pouvez distinguer la matrice qui est sous la peau et qui assure la croissance. Donc, elle est sous l'épithélium, sous la peau, et elle assure la croissance de l'ongle. C'est elle qui permet la pousse. Vous allez avoir en structure extérieure donc cette racine. Ensuite, vous allez avoir le corps de l'ongle. Le corps de l'ongle avec ici la lunule, qui est la base un peu plus blanche de votre ongle, et un bord libre qui repose sur le lit de l'ongle. Donc, la matrice sous l'épithélium, avec ici la racine. Contact entre l'ongle et l'épithélium, limite, frontière, la cuticule. Ensuite, vous allez avoir l'ongle, proprement dit, le corps de l'ongle avec la lunule, qui est la partie blanche qui illustre la croissance. Le tout reposant sur un lit de derme, donc vous voyez le derme. Et cet ongle a un rôle de protection. Il protège l'extrémité du doigt, qui serait très fragile sinon. Et puis un rôle dans la préhension, parce que ça facilite la façon d'attraper les choses, de pouvoir prendre les choses. OK? Je vous ai parlé tout à l'heure des glandes sébacées qui étaient associées au poil. Il y a 2 types de glandes, les glandes sébacées et les glandes sudoripares. Les glandes sébacées, comme leur nom l'indique, les 3 premières lettres c'est SEB, elles produisent le sébum. C'est des glandes qui sont toujours associées à un poil, donc à un follicule pileux, ramifié au follicule pileux. C'est des glandes qui sont exocrines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sécrètent. Ça veut dire qu'elles sécrètent vers l'extérieur. Et donc oui, effectivement, le sébum, il est bien sécrété vers l'extérieur. Et ce sébum, c'est un mix de plein de choses, donc d'alcool, de cholestérol, de protéines, de sel et de phéromones, qui permet de lubrifier la peau et les poils. Quand il n'y a pas assez de sébum, les poils vont casser, les cheveux vont casser, qui permettent de lubrifier la peau et donc d'éviter la perte d'eau, et qui a aussi, ça c'est important, une action bactéricide, c'est-à-dire qu'il est désinfectant, il peut tuer les bactéries. Les glandes sudoripares que vous avez ici, donc là vous voyez la glande sébacée, elle est toujours accrochée, associée à un follicule pileux, on l'a représenté ici, elle produit du sébum. Les glandes sudoripares, elles produisent de la sueur. Donc c'est toujours des glandes exocrines, puisqu'elles sécrètent. Elles sont tubulaires, elles ont un seul tube qui sort, et elles font une pelote, comme une pelote de laine en bas. Et elles sécrètent de la sueur. La sueur, c'est majoritairement de l'eau, mais c'est aussi plein de déchets. De l'urée, de l'acide urique, de l'ammoniac, des acides aminés, tout ce dont le corps n'a pas besoin, il va en partie l'éliminer grâce à la sueur. Elle va permettre une thermorégulation, puisque quand il fait très chaud, vous savez que vous suez plus, donc c'est vous évaporez de l'eau, donc vous diminuez la température. Elle va permettre d'éliminer les déchets, l'urée, l'acide urique, l'ammoniac, les acides aminés. Et puis, elle a également une action acide, bactéricide, puisque la présence de l'urée et de l'acide urique crée un pH acide qui va tuer les bactéries à la surface de la peau. Si on voit une coupe transversale, donc ici on a eu des jolies images d'histologie, de coupe transversale de peau, où ici on est sur la coupe transversale d'un derme, dans les 2 cas, puisqu'on est ici en dessous de l'épiderme, on est dans le derme. Vous voyez ici une glande sébacée qui est très repliée, où vous avez plein de cellules sécrétrices qui vont produire du sébum.
Et ici, vous allez avoir une glande pelotonnée. Vous voyez que c'est des tubules beaucoup plus petits qui ont été coupés. Et donc, on a ici une glande sudoripare. Donc, une glande sébacée, c'est une glande qui est beaucoup plus compacte. On a vu tout à l'heure que c'était une glande alvéolaire simple. Donc, c'est des alvéoles, mais c'est compact. Alors qu'ici, vous avez plein de canaux, plein de tubules. Donc, c'est pelotonné. C'est des tubes qui sont repliés les uns contre les autres, mais qui ne sont pas en contact l'un comme ici pour la sébacée. Et donc, ici, on a une glande sudoripare qui produit de la sueur. Donc, dans la lumière, ici, dans chaque lumière de vos tubules, vous aurez des gouttes de sueur, de la sueur de produite. D'accord? On va maintenant s'intéresser aux fonctions de la peau. Bon, j'en ai déjà cité pas mal. Les fonctions de la peau, la première fonction, c'est ce que je vous en ai parlé beaucoup, c'est la thermorégulation. Ça permet de maintenir la température corporelle. Quand elle produit de la sueur, ça permet de diminuer la température corporelle et quand elle ajuste le débit sanguin, elle peut augmenter ou ralentir ou diminuer la température en augmentant ou en ralentissant le débit sanguin. C'est un gros réservoir de sang. Quand il y a besoin de sang, en fait, on va aller chercher dans la peau. C'est pour ça que vous allez devenir un peu plus blanc quand il va y avoir besoin de sang et de nourriture et que, par exemple, vous êtes en hypoglycémie, on va stimuler la circulation et on va aller chercher du sang dans la peau. Dans le derme surtout. C'est évidemment une fonction de protection, ça devrait être la première qu'on pourrait citer, avec une barrière mécanique, puisque ça forme une couche et une barrière chimique, parce qu'on va avoir de la sueur qui va être bactéricide, du sébum qui va être bactéricide, de la mélanine qui va protéger contre les UV, et puis c'est une barrière biologique, puisqu'on a des macrophages qui sont capables d'assurer une protection immunitaire. Ensuite, elle assure l'excrétion et l'absorption, elle élimine des déchets. Elle va éliminer via la sueur de l'ammoniac, de l'urée, de l'acide urique, du CO2. Et puis, ça permet l'absorption de certaines substances quand elles sont liposolubles. Quand vous avez des médicaments qui ne peuvent pas être forcément dilués dans l'eau, mais qui vont mieux être dilués dans le gras, enfin dans un lipide, passer par la voie transcutanée ou transdermique, sachant que c'est une barrière d'une membrane plasmique qui est riche en lipides, ça peut permettre l'absorption d'un médicament via cette barrière. Absorption, qui est capable d'absorber. Enfin, la peau assure la synthèse de la vitamine D, puisqu'elle est activée grâce aux UV qui rentrent en contact avec cette peau. Il y a l'activation d'un précurseur de la vitamine D qui est présent dans la peau et qui ensuite va pouvoir être utilisé via la circulation sanguine et converti en vitamine D. Et puis cette peau, une de ses fonctions, c'est également la fonction de sensation, donc de toucher. Toucher qui va permettre de transmettre des sensations tactiles, mais également thermiques et douloureuses. Et on va en terminer avec ces quelques diapos sur le toucher. Donc, c'est un organe du sens, la peau, puisque c'est l'organe du toucher. Je ne vous rappelle pas les 5 sens. Elle est très innervée par des nerfs qui sont impliqués dans la sensibilité cutanée. Vous allez avoir des fibres nerveuses qui vont être isolées. Ça va être ce qu'on va appeler les terminaisons libres, comme vous avez ici. Terminaisons qui vont connecter nos fameuses cellules de Merkel. Et puis, vous allez avoir des fibres nerveuses qui vont être associées à d'autres structures pour former ce qu'on appelle des corpuscules sensoriels. Alors, je vous en ai illustré ici 4. Ruffini, Pacini, Krause et Meissner. Ces 4 corpuscules, en fait, ils sont organisés, structurés pour pouvoir former des récepteurs cutanés. Récepteurs qui vont être classés donc selon leur morphologie, libres ou encapsulés, organisés en corpuscules, et selon leur fonction. Alors, vous allez avoir 3 types de fonctions. Les mécanorécepteurs, c'est-à-dire qui répondent à la pression. Les thermorécepteurs, ça veut dire qu'ils répondent à la température. Et les nocicepteurs qui vont répondre à la douleur. Et donc, ce dont je vous parlais juste avant concernant le prix Nobel, c'est sur les mécanorécepteurs qui répondent à la pression. Et vous voyez que ces nocirécepteurs, thermorécepteurs et mécanorécepteurs sont tous disposés dans le derme. Les terminaisons libres, elles, vont être dans l'épiderme en contact avec les cellules de Merkel. Et vous avez ici une représentation en coupe de la peau avec l'épithélium qui repose, donc l'épiderme qui repose sur le derme, qui repose sur l'hypoderme. Vos annexes que sont le bulbe pileux avec le poil associé au muscle horripilateur ou au muscle arrecteur. Les glandes sébacées
toujours associées à un follicule pileux. Les glandes sudoripares qui, elles, sont pelotonnées et émergent au niveau de l'épiderme. Et puis nos différents récepteurs de la douleur, de la pression et de la température qui permettent d'avoir une sensibilité de la part de notre épiderme, et de notre peau. Écoutez, je vous remercie beaucoup. J'étais un peu vite parce que je me rends compte que je vous ai fait à peine 2h15. Après, ça vous arrange peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Normalement, c'était 2h45, je ne dis pas de bêtises, ou 3h, donc j'ai fait un peu d'avance. Est-ce que vous avez des questions? J'ai tout mon temps pour répondre à vos questions.